Une vie, une œuvre, merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, à l'occasion d'une exposition de ses peintures et dessins au Petit Palais à Paris, nous revenons sur la trajectoire de l'Indien Rabindranath Tagore, 1861-1941. En réalité, c'est largement plus que le Petit Palais qu'aurait nécessité une rétrospective fidèle à l'œuvre de Tagore. Il aurait fallu, rêvons un peu, un théâtre pour y présenter ses chorégraphies, une salle de concert pour célébrer le musicien et surtout, un festival de poésie afin d'honorer celui qui fut prix Nobel de littérature en 1913. Puis je ne parle même pas du séminaire d'histoire et de sciences politiques qu'on aurait dû consacrer à celui qui a tant œuvré pour faire évoluer les mœurs et les mentalités de la société indienne. Alors vous le voyez, Tagore disposait de dons multiples qu'il déployait au service de son art et de son pays, à une époque où la présence britannique en Inde était violemment contestée et où les nationalismes se déchaînaient de par le monde, lui prônait, en humaniste, une nécessaire union entre l'Orient et l'Occident, comme vous le donne à entendre aujourd'hui Françoise Estèbe et Pascal Rayet. Je suis l'homme seul. Je regarde cet univers avec étonnement. Vous, le Seigneur du monde, vous êtes présent dans cet énorme mystère. Et moi, je suis seule avec ma propre solitude et je vous regarde. Rabindranath Tagore était quelqu'un qui avait véritablement une vision, je dirais, universelle. Et il cherchait en toute chose à harmoniser les êtres et les choses. Et ça, c'est une vision que certains ont appelée panthéiste, si vous voulez, de l'univers. Mais, et c'est quelquefois vu comme péjoratif légèrement. Mais personnellement, je trouve que cette union qu'il voulait réaliser entre les êtres et avec la nature est quelque chose qui est très riche. Tagore est un contemplatif, mais en même temps, il est magnifiquement ancré dans sa langue, d'abord. Et donc, étant ancré dans sa langue, il est vraiment le poète. Mais il est actif, c'est quelqu'un qui a bougé. Mais en même temps, dès qu'il était trop longtemps dans la contemplation de sa feuille de papier ou du ciel au soleil couchant, il avait besoin de réaliser quelque chose. Et il était tout le temps en train de chercher un équilibre qu'il ne trouvait pas, je dois dire, entre ce besoin d'activité dans le concret et ce besoin aussi de contemplation de la beauté de l'univers et essentiellement de la nature, je dirais. Il fait à la fois de la littérature, il fait du théâtre, il écrit de la poésie, il monte une université, il voyage partout à travers le monde, il écrit 2500 chansons quasiment, il compose de la musique, il se fait 100 000 choses. Il est impliqué dans la vie politique et culturelle de son pays. Il passe son temps à bouger à travers le monde et il trouve le moyen, à 60 ans passés, de dire tiens maintenant, et si je me mettais au dessin ? Entre tradition et modernité, Rabindranath Tagore, qui appartient à la caste des brahmanes, se montre pourtant opposé au système des castes. Histoire de sa famille, France Bhattacharya. Lorsque la ville de Calcutta a été fondée en 1690, les ancêtres de Tagore se sont établis dans la ville et ils ont commencé à négocier et à s'intéresser au commerce anglais, aux bateaux anglais. Et ils ont été parmi les premières familles bengalis de haute caste, parce qu'il n'en demeure pas moins que ce sont toujours quand même des brahmanes, à résider dans cette ville nouvelle, qui est véritablement la création des commerçants anglais. Et ils ont eu la chance d'avoir au moins 2 personnalités dans la famille, le grand-père du poète et puis son arrière-grand-père, qui ont été des hommes justement qui avaient le sens des affaires.
Et le grand-père a été extraordinaire. Ça a été vraiment un capitaine d'industrie avant l'âge. Il a été le premier à mettre des capitaux pour fonder une banque. Il avait une compagnie de navigation. Il est allé jusqu'à Suez sur son propre bateau. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a eu énormément d'envergure. Il avait des mines de charbon. Il faisait cultiver l'indigo. Il a été très, très riche. On l'appelait le prince Tagore. Voilà, le prince Dwarkanath Tagore, exactement. Mais ce qui ne l'a pas empêché tout de même de faire quasiment faillite à la fin de sa vie et de laisser à son fils, donc le père de Rabindranath Tagore, beaucoup de dettes. C'est exact, oui. Mais ils n'ont malgré tout jamais perdu leur propriété foncière. Donc, ça, c'est sur cela qu'ils ont vécu. Le père de Tagore avait des grandes propriétés foncières qu'il a partagées entre ses fils. Il a eu 14 enfants, le père de Tagore, comme vous savez. Et donc, d'une seule épouse. Ah oui, oui. Et le père de Rabindranath Tagore était un homme très austère. Oui, avec 14 enfants. On dit tout de même qu'il éprouvait le besoin de partir, très souvent de se retirer dans des sortes de retraites. Tout à fait. C'était alors là vraiment un homme profondément spiritualiste, je dirais, qui en effet avait des moments où il avait l'impression qu'il avait un contact avec la transcendance, avec l'absolu. Il était méditatif et il a repris en main une église, pour ne pas dire une secte, puisque le mot est maintenant dévoyé, mais à l'intérieur de l'hindouisme qui avait été fondé par un prédécesseur qui s'appelle Ram Mohan Roy, qui est un très grand homme, et Debendranath, dont le père du poète, a repris cette église. Alors sur quoi c'était basé? C'était l'unité divine et le refus du culte des idoles. Donc c'était une forme, si vous voulez, de protestantisme à l'intérieur de l'hindouisme. Mais pour cela, il se réclamait des textes les plus anciens de l'Inde, qu'on appelle les Védas et plus particulièrement les Upanishads. L'âme du poète danse et plane sur les vagues de la vie parmi les voix des marées et des vents. Maintenant que le soleil s'est couché et que le ciel obscurci s'abaisse sur la mer comme de longs cils sur des yeux fatigués, c'est l'heure où le poète, posant sa plume, laisse ses pensées s'enfuir vers les insondables profondeurs du silence éternel et secret. Tagore était un mystique pour vous, Christine Guyot-Clément? Non. Un sage? Moi, j'ai envie de dire un poète. Alors qu'est-ce que c'est? Bien sûr, un poète peut, certainement. Mystique, non, parce qu'il ne va pas être dans une recherche comme d'autres, comme Sri Aurobindo, par exemple, de chercher une réponse peut-être dans la transcendance à une vision. Non, je pense qu'il est vraiment un poète, et un poète qui, en fait, pour nous lecteurs, comme tout grand poète, réveille en nous vraiment notre rapport au monde, justement. Nous aussi, nous pouvons faire comme Tagore, si on regarde la nature d'une certaine façon, mais en ayant une certaine place aussi, une place modeste, qui n'est pas une place de domination. Pourtant, Tagore rapporte une expérience, alors mystique ou spirituelle, qu'il a eue lorsqu'il était encore jeune, qui a duré 4 jours, où tout à coup, il a eu le sentiment que l'espace devant lui s'ouvrait, l'horizon s'ouvrait, et lui est apparue la beauté du monde. Il a ressenti une joie ineffable, et tout ceci a duré 4 jours. Donc, si ce n'est pas une expérience mystique, qu'est-ce que c'est, Christine Guyot-Clément? Eh bien, pour moi, c'est la même expérience que Nietzsche a eue à Nils Maria, quand Nietzsche, justement, se promenant dans cette montagne magnifique de l'Engadine, a eu cette espèce de vision de l'éternel retour. Et ce choc, justement, que l'on peut avoir au contact de la nature peut être tel, comme vous le dites, que cela peut durer peut-être pendant 3-4 jours, et cela informe, c'est vrai, après, bon, votre pensée, votre psychisme et votre façon de vivre et vos choix peut-être. Mais pour moi, oui, je le mettrai en rapport avec ce qui s'est passé avec Nietzsche
à Nils Maria, en Engadine. Alors, est-ce que ça s'appelle une expérience mystique ou est-ce que c'est au contraire une expérience d'une totale humanité qu'on voit? Moi, je pense que c'est plutôt de l'ordre de la vision. C'est le fait de voir autrement, à un moment donné, ce que l'on voyait de façon plus banale avant, au quotidien. C'est la voix même de Rabindranath Tagore que vous allez entendre. সাধন বরষা গগন আধার হেরো বাড়ি ধারে কাঁদে চারিধার ভীষণ রঙ্গে ভবতা রঙ্গে ভাষাই ভেলা বাহির হয়েছি স্বপ্ন শয়ন করিয়া হেলা রাত্রিবেলা ওগো পবনে গগনে সাগরে আজকে কি করলো দে দৌড় দৌড় পশ্চাৎ হতে হাহা করে হাসি মত্ত ঝটিকা ঠেলা দেয় আসি যেন এ লক্ষ যক্ষ শিশুর অট্টরোল আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে হট্টগোল দে দৌড় দৌড়. En poésie, il a été un pionnier parce que la langue bengali, c'est lui en grande partie qui l'a créée. Cette langue existait bien sûr, il y avait une littérature bengali qu'on connaît depuis le XIe siècle, mais la langue était une langue qui n'était pas adaptée à, par exemple, la poésie moderne. C'était une langue qui avait des constructions assez anciennes, qui se rapprochaient, qui avait mis beaucoup de temps à se détacher du sanskrit, par sa construction, sa syntaxe, et qui donc avait besoin d'être modernisé, je dirais, pour être un outil d'expression moderne. Et ça, c'est vraiment Tagore qui l'a fait. থাকিয়া থাকিয়া উঠিছে কাঁপিয়া ধরিছে আমার বক্ষ চাপিয়া নিঠুর নিবিড় বন্ধন সুখের হৃদয় নাচে হাসে উল্লাসে পরানো আমার ব্যাকুলি আছে বুকের কাছে তাই ভেবেছি আজকে খেলিতে হইবে নূতন খেলা রাত্রিবেলা. On s'aperçoit qu'en réalité, il n'y a pas une langue de Tagore, il y a 10 langues de Tagore. Tagore s'amuse à jouer avec la langue. Il fait partie de ces rares écrivains qui ont été capables de dépoussiérer la langue à tel point que le peuple s'est approprié une nouvelle langue. Il a été capable de s'approprier la langue bengali et de la faire soit revenir en arrière, à une langue très littérale, très littéraire, très proche du sanskrit, c'est-à-dire qu'on revient à un bengali très amphigorique, pratiquement, donc très travaillé, ou au contraire de s'approprier le langage de la rue. C'est à la fois Céline et Marcel Proust. Allez, allons-y, puisqu'on est dans les grandes références du XXe siècle. Alors, il doit être assez difficile à traduire. Et vous l'avez traduit, Emmanuel Pierrat, du bengali. Je l'ai traduit du bengali parce que Tagore a souffert, et souffre encore d'ailleurs, beaucoup, du fait d'avoir été traduit via l'anglais. C'est-à-dire que les écrivains, aussi importants soient-ils, André Gide en premier lieu, qui se sont intéressés à l'œuvre de Tagore, ont été en contact avec lui parce qu'il voyageait beaucoup, parce que Tagore aussi a créé une université, parce qu'il a fait 100 000 choses qui l'ont amené à parcourir le monde et à s'intéresser aux autres civilisations. Tagore a finalement attiré des gens qui ne parlaient pas un traître mot de bengali, mais ça n'est pas très grave, mais qui parlaient peu ou prou, plus ou moins bien l'anglais. Et donc se servait de cet intermédiaire, de cette langue intermédiaire pour arriver à traduire Tagore. Ce qui fait que d'une langue qui finalement est un jeu, permanent sur du vocabulaire un petit peu poussiéreux, mais volontairement choisi pour râper un peu sur la langue, un peu la faire bâcher, sur les allitérations aussi, qu'on utilise beaucoup en bengali. Par exemple, pour dire petit, on dit choto choto, et un peu ekto ekto. On double, on répète. Et c'est un jeu, la répétition elle est importante en bengali. Comme on utilise par exemple dans une phrase en bengali, on n'utilise pas je, tu, etc. On se place en fonction de sa position par rapport à l'interlocuteur. Donc est-ce qu'on lui est supérieur en termes de caste, à niveau égal ou inférieur, sachant que Tagore détestait le système des castes, à la différence de Gandhi. Et par ailleurs, on se place également dans un espace géographique. C'est-à-dire qu'on parle à un interlocuteur qui est soit juste en face de soi, soit dans la même pièce, soit il est extérieur, il est ailleurs. On parle de quelqu'un. Et on conjugue à l'aide de ces deux curseurs qui vont permettre d'avoir une évolution de la langue radicalement différente, même si on est dans une langue indo-européenne, que ce que l'on pourrait attendre d'une phrase comme « je mange avec une journaliste de France Culture ». Mais comment traduire tout cela? Comment traduire tout cela? Il faut juste
s'amuser à se réapproprier cette langue, cette musicalité. Tagore, c'est un musicien aussi, hein. C'est vraiment très important. Les écrivains musiciens, les écrivains qui, d'abord, pratiquent la musicalité de la langue, évidemment, ont toujours, en quelque sorte, sont plus difficiles à traduire, mais en plus, ceux qui ont réellement pratiqué la musique, Tagore, c'est l'auteur de 2300 et quelques chansons, de l'hymne national du Bangladesh, de l'hymne national indien. Enfin, on peut comme ça collectionner les drapeaux, mais c'est aussi un formidable musicien, parce qu'on chante toujours aujourd'hui à Calcutta des chants de Tagore en permanence. Ce sont des chants très populaires, des chansons très populaires. Donc, quand on lit Tagore, il y a toujours la recherche de la musicalité. Alors, c'est une musique qui peut être très rapide, très populaire. C'est une musique qui peut être très lancinante. Vous savez, comme ces concerts de musique classique indienne qui démarrent si lentement que vous ne savez pas si le concert a vraiment commencé ou si les instrumentistes ne sont pas encore en train d'accorder sitar, tabla, etc. Et donc, il y a cette espèce de montée, il y a toutes ces descentes, il y a ces péripéties qui existent dans la langue magali et que l'anglais n'a pas toujours restitué et qu'en français, évidemment, on a totalement perdu quand on est passé par tous ces intermédiaires. Donc il faut revenir à cette façon dont Tagore joue à un moment et fait tac 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 avec la langue, ou d'un seul coup, la fait doucement glisser quand il part des nuages que l'on voit pendant la mousson. Peut-être le croissant de lune sourit-il, incrédule, lorsqu'on lui dit « Tu n'es qu'un fragment qui attend d'être achevé ». Dans ses souvenirs d'enfance, Tagore décrit en fait une enfance solitaire. Sa mère est morte alors qu'il n'avait que 6 ans. Il a été tout de suite très rétif par rapport aux contraintes scolaires. Il détestait l'école. Il n'aimait pas du tout l'enseignement prodigué par ses maîtres. Il n'y voyait que contraintes, appauvrissement et sécheresse de l'esprit. Donc c'était un enfant qui n'était pas tellement heureux peut-être. Non, vous avez raison. Donc Tagore n'a pas du tout eu une enfance heureuse. Et je pense que dans cette maison, justement, où il y avait une centaine de personnes qui vivaient dans une immense maison, eh bien, il vivait très isolé. Chacun vivait dans son coin. Et Tagore le poète avait des contraintes, même chez lui, d'enseignement, de maîtres qui se succédaient. Et qui insistait beaucoup sur le par cœur. Vous voyez, l'enseignement traditionnel en Inde n'était pas pour éveiller le sens de l'observation ou le raisonnement, mais c'était pour redire ce que l'on a déjà lu. C'est vraiment la culture traditionnelle du par cœur, et ça, il n'aimait pas du tout, donc ça ne lui apportait rien. Et d'autre part, quand il a fréquenté les écoles, il est quand même allé à l'école jusqu'à l'âge de 14 ans. Il est sorti sans diplôme. Il est sorti sans aucun diplôme. Et il est allé 2 fois en Angleterre, quand même à grand Ahans, c'était pas rien d'aller en Angleterre à cette époque. Eh bien, il n'est revenu sans diplôme non plus, alors qu'il avait été envoyé pour essayer de faire du droit et d'avoir un bagage, je dirais, professionnel. Par contre, sa jeunesse a été tout de même illuminée par ses frères. En effet, le frère était extrêmement doué, il parlait français très bien, il a traduit Molière en bengali et il était passionné de théâtre. Et donc ça, c'est un frère qui était remarquable. Et puis le frère aîné aussi était très remarquable. C'est un philosophe et un mathématicien. Mais ces personnes n'ont jamais fait ce qu'on appelle travailler. Ils étaient dans leur cabinet et ils écrivaient, publiaient, parlaient. Et dans la maison, on a édité un nombre de périodiques littéraires et culturels qui étaient faits par tous les membres de la famille, les grands comme les petits, comme on disait. Et c'est pour ça que Tagore, dès l'âge de 14 ans, a pu faire circuler des poèmes qu'il avait composés, et tout le monde a commencé à trouver qu'il était finalement le meilleur de cette fratrie énorme. La maison et le monde représentent, je pense, pour moi, occidental,
un roman qui me semble être représentatif de ce qui fonde certainement, à mes yeux, modeste bien sûr, l'originalité du rapport de l'homme à la maison, de l'homme à la femme et de l'homme à son pays. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que dans ce roman où il y a 3 personnages et qui prennent leur voix de façon successive, puisque Tagore a eu cette idée assez nouvelle à l'époque. Très moderne. Très moderne, parce que si on pense au Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel, bon, c'est plus tard. Donc là, en fait, chaque personnage, Nikhil, qui est donc ce propriétaire terrien, qui a, comme il y a encore bien sûr au Bengale, une très belle maison et qui donc gère un domaine, en fait. Il y a Nikhil qui Comme Tagore lui-même, tout à fait. Nikhil a été marié de la manière la plus traditionnelle et qui continue encore aujourd'hui à une charmante jeune femme qui s'appelle Bimala. Et dans cette grande maison qui a été magnifiquement mise au cinéma par La Maison et le Monde de ce Satyajit Ray que je crois tout le monde connaît. On a vraiment une idée de ce que représentait à l'époque où Tagore a écrit cette relation qui nous semble à nous occidentaux, et surtout français, assez étrange entre un propriétaire terrien qui a en fait l'amour de sa terre, l'amour aussi de sa femme, bien que le mariage ait été arrangé, Bimala, et cet autre personnage, Sandip, qui, pour Tagore, justement, représente à l'époque le leader politique qui veut en fait s'affranchir de la présence anglaise, puisque l'indépendance n'était pas encore là. Et ces 3 personnages, pour un lecteur occidental, dans La Maison et le Monde, sans parler encore du style de Tagore, et c'est très très bien traduit, nous plonge en fait dans une réalité humaine, psychologique, j'ai même envie de dire amoureuse, qui est vraiment l'expression la plus belle et la plus juste de ce que sont les relations en fait entre les personnes au Bengale. Nous sommes des hommes, nous sommes des rois, nous réclamons notre tribut. Dès le jour où nous sommes apparus sur la terre, nous l'avons dévalisée. Et plus nous avons exigé d'elle, plus elle s'est soumise à nous. Dès les origines du monde, nous autres, hommes, avons cueilli les fruits, coupé les arbres, creusé le sol, tué les animaux. Du fond des mers, des entrailles de la terre, de la gueule même de la mort, nous n'avons fait qu'arracher ce qui nous convenait. Il n'y a pas de coffre-fort des magasins de la nature que nous ayons respecté. Récit de Sandip, le révolutionnaire, La Maison et le Monde. Tagore a décidé d'être poète à l'âge de 13 ans. Il a dit « je serai poète ». Voilà, oui. Mais donc il a commencé à écrire très tôt, y compris des nouvelles d'ailleurs, François Tacharia. Oui, mais enfin les nouvelles, il les a écrites vers 1891 quand il était envoyé par son père veiller sur les propriétés foncières du Bengale oriental, Bangladesh actuel. Il a été envoyé par son père, tout ça brusquement, alors qu'il était encore relativement jeune, et il y a passé plusieurs années en faisant son travail de propriétaire foncier, veillant et faisant des efforts de développement rural pour la première fois dans l'histoire de l'Inde, vraiment. Et à ce moment-là aussi, il a écrit des nouvelles, celles qui sont publiées en français, qui sont vraiment beaucoup d'entre elles tout à fait remarquables. Et qui s'inspirent du monde paysan et du monde rural. Oui, voilà. Et on a vu les films de Satyajit Ray, il y en a 2 au moins, enfin dans le film « 3 jeunes filles », il y a 2 de ces films, à l'intérieur de ces 3, qui sont absolument basés sur l'expérience de Tagore dans
le monde rural du Bengale oriental. Donc cette expérience de gestion des propriétés familiales est quand même un moment très important dans la vie de Tagore. Ah oui, très important, parce que c'était un jeune homme, comme on l'a dit, il était très protégé par son milieu aristocratique, encore à l'époque, je dirais, riche, et n'ayant aucune nécessité de s'agiter dans aucun sens, de travailler pour une maison quelconque. Et donc, tout d'un coup, le voilà confronté à la réalité, ce qu'on peut appeler la réalité du monde rural de l'Inde, et la pauvreté généralisée de ces gens dont il avait la charge. Parce que c'est cela qu'il a compris. Il a compris que ces pauvres gens ignorants, qui ne peuvent en aucun cas se défendre, sont à la merci des propriétaires et des agents des propriétaires, qui sont encore pires que le propriétaire. Tout est parce qu'ils ont toujours des intendants, des personnes pour faire payer les taxes, etc. Et donc, Tagore a compris ça, il a accepté la charge véritablement et il s'est donné à ce travail de propriétaire terrien et il a lancé des opérations qui, pour la plupart, n'ont pas été des succès financiers. Tagore a vécu parmi son peuple, a fait une université qui est formidable, la Shantiniketan, qui était notamment une propriété familiale à un moment. Si ma mémoire est bonne, là où il a installé son campus en quelque sorte, les cours ont lieu en grande partie sous les banians dans l'herbe. C'est pas uniquement pour faire une économie de murs. D'abord, à quoi ça sert d'avoir des murs quand il fait 30 degrés et qu'on a un banyan pour se couvrir éventuellement des quelques gouttes de pluie ou de rayons du soleil, et qu'on peut s'installer paisiblement pour donner un cours en étant extrêmement attentif, élève et professeur, à ce qui se dit. Mais c'est surtout aussi parce qu'on est non pas en communion, j'aime pas beaucoup le terme, avec la nature, mais parce qu'on sent d'un seul coup le vent, parce que on respire, parce qu'on écoute ce qui se passe au loin, et que quand on fait un cours d'économie, d'histoire, de littérature, et bien d'un seul coup on prend comme exemple ce qui nous entoure. Donc chez Tagore, il y a en permanence ce souci d'être au plus près d'un certain nombre de détails, d'utiliser les sens. Loknath Bhattacharya, 1999. Comme un étudiant, j'ai passé exactement 5 ans et demi, 5-6 ans. Mais ça a été une vraie révolution dans ma vie. La nature, l'importance des arbres, des branches des arbres, des fleurs que vous pouvez voir et sentir d'une saison à l'autre, et les fêtes des saisons telles qu'elles ont été conçues si merveilleusement par Tagore, avec les chants, les hymnes védiques. C'était inouï, ça, c'était tout à fait inouï. Et la plus grande chose, je dirais, la plus grande chose de Shantiniketan, c'était vraiment ma première initiation à l'Inde, à ce pays vraiment très spécial. Je viens d'un milieu tellement restreint, vous voyez, de sanskritistes, bengalis, brahman, avec toutes sortes de tabous et des choses qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire. Bon, à Shantiniketan, c'est juste le contraire. Il n'y a aucun tabou. Absolument, on est libre de faire n'importe quoi. Et les chants, les récitations de poésie même. Et il y avait aussi des clubs littéraires, même pour les élèves de l'école. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, même moi, quelqu'un m'appelait pour lire quelque chose que j'ai écrit à voix haute. Tout était permis, tout était encouragé. Voilà. Et la nature, les arbres, oh là là, et le ciel, les champs, les horizons, tout. C'est vraiment, c'était un autre monde qu'à Calcutta, je n'ai jamais rencontré. Ne voyez-vous pas la laideur mortelle qui éclate partout, dans vos villes, dans vos rapports, le même masque monotone qui fait que nulle place n'est laissée à l'expression vivante de l'âme? La mort s'insinue, morceau par morceau, dans le corps de votre civilisation. Alors précisément, en 1901, il crée cette école de Shantiniketan. Alors sur la base de quel principe?
Eh bien, c'est un principe qu'il a trouvé en lui-même, si vous voulez, en contradiction de ce qu'il avait vécu. Et c'était le milieu devait être un milieu naturel et l'enfant devait être entraîné à profiter de tout ce que l'observation de la nature pouvait apporter à sa sensibilité et à son imagination. Il fallait éviter le par cœur complètement. Il fallait aussi se servir de la langue maternelle et non pas de la langue anglaise. La classe moyenne bengali aimait beaucoup l'anglais, qui était le moyen d'arriver à une profession valorisante et à gagner beaucoup d'argent, etc. Mais lui pensait que dès l'enfance, les jeunes, les enfants ne devaient pas être instruits dans une langue autre que la langue maternelle. Et il a fait des manuels pour cela. Et il a créé des fêtes aussi, puisqu'il ne reconnaissait pas les fêtes religieuses. Et donc, il avait la fête du premier labour, la fête de la plantation d'arbres. C'était un écologiste avant la lettre. Et puis, il encourageait beaucoup aussi l'enfant à s'intéresser à l'artisanat, à créer des choses avec les mains, non seulement de la poésie et de la musique, mais aussi faire des choses. Et il a créé, à côté de Shantiniketan, il a créé un centre qui s'appelle Sri Niketan, qui veut dire la demeure de la prospérité, et dans laquelle il a introduit du tissage, du travail du cuir, et qui existe toujours aujourd'hui. Des dispensaires? Oui, alors ça, c'est dans le domaine, oui. Les dispensaires, oui, tout à fait. Mais vous voyez, partout, il a été vraiment un homme qui a fait tout avant les autres. Je suis né dans cette famille. Cet enseignement traditionnel, cette ambiance traditionnelle, toutes les coutumes jouaient un rôle extrêmement important. La musique était un tabou, on ne pouvait pas chanter. Pour chanter, il faut aller à la toilette, etc. Un jour, je me suis vraiment dit que je ne pouvais pas tolérer ça, il faut que je fasse quelque chose. Même pour nous, une famille sanskritiste, Tagore était déjà un homme extrêmement important au Bengale entier. Son image, ses chansons, c'est tout, vraiment. C'était extrêmement important. Et je voulais aller à son université, à Shantiniketan. Et dès le départ, vous êtes avec les filles, vous voyez, qui étaient absolument impassables dans ma famille. Par exemple, les filles et les garçons étudient ensemble et dès le départ, c'était comme ça. Alors là, vraiment, mais finalement, mes parents, en me voyant, j'étais obstiné comme tout, finalement, ils ont cédé. Et à Shantiniketan, c'était un autre monde. Même si j'avais 10 têtes, comme Ravana de Ramayana, je ne pouvais jamais dire combien, si vous voulez, Shantiniketan m'était important. C'était vraiment une chose tellement importante. Mais malheureusement, quand je suis allé, Tagore était là, mais il était déjà un petit peu enfermé. On le voyait presque jamais. Et il a vu ses problèmes de prostate et compagnie. Mais même après son départ, je peux vous dire honnêtement, pour au moins 2 ou 3 ans, on le sentait chaque jour, chaque soir à Shantiniketan. Sa présence était là, son esprit. Absolument, il était omniprésent, Tagore. Ça aussi, c'était complètement nouveau, une faculté de la musique et des arts. Et là, il a développé la danse, la musique, et il a fait des pièces musicales. Il y avait des chants, des danses et tout ça. Et la danse était très importante pour lui. Oui, il a fait venir des danseurs de toutes les régions de l'Inde. Il a fait venir aussi beaucoup de Japonais pour les beaux-arts. Il était fasciné par les arts du Japon et de la Chine.
Alors c'est compliqué de parler des chansons de Tagore parce qu'il y en a 2300 et des poussières. Il y en a des traits, on va dire, qu'on pourrait considérer comme nationalistes, en quelque sorte, célébrant l'Inde. Mais il y en a des traits féministes. Emmanuel Pierrat. Que moi j'aime beaucoup. Tagore est un féministe de première garde en Inde par rapport à justement Gandhi ou d'autres grandes figures du XXe siècle. Il a tout de même marié ses filles. Oui, il a marié assez jeune. Il a marié ses filles assez jeunes, on est d'accord. C'est un féminisme qu'il faut regarder avec un œil indien. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout pardonner ou tout remettre dans son contexte. C'est simplement qu'il prend position pour les droits des femmes en n'en remettant pas non plus en cause, c'est vrai, la totalité de l'institution. C'est un brahmane, il est issu de la caste supérieure. Donc il essaie de s'en débarrasser et en même temps, il y a un poids social énorme qui l'entoure. Il a beaucoup détruit autour de lui, entre guillemets, des remparts ou des vieilles habitudes qu'avait sa famille. Mais il y a un moment où il doit s'arrêter, parce que sinon il finit, on va dire, en révolutionnaire, embarqué dans la jungle, et ça n'était pas véritablement son ambition. Son ambition, c'est d'être avant tout un artiste. Donc, même s'il marie ses filles, il est féministe. Pas vraiment très féministe quand on le compare à tous ses contemporains. Quand on le compare à la société anglaise ou à la société indienne, peu importe, il est aux avant-gardes du féminisme de l'époque. Donc il faut replacer ça et le comprendre quand on a des chansons sur le sort de la femme ou le statut des femmes. Il y a des chansons qui sont aussi complètement, on va dire, déconnectées de la politique. Et il y en a une que moi j'adore, sincèrement, sur la mousson, sur le climat de la mousson, qui est a priori ce qu'on pourrait détester le plus. Parce qu'il fait chaud, il fait épouvantablement chaud pendant la mousson, et donc quand la pluie vient avec la sensation de vous apaiser et vous tombe dessus, en réalité on la redoute un peu parce qu'une heure après, le sol est gorgé d'eau et va se remettre à chauffer sous les rayons du soleil et renvoyer une bonne dose d'humidité dans l'air, et vous commencez à avoir cette chaleur humide absolument terrifiante qui terrasse tout le monde. Et Tagore célèbre la mousson, célèbre cette renaissance, célèbre le passage des nuages, célèbre le fleuve qui gonfle, etc. etc. Donc ça peut paraître comme ça très roseau penchant et ainsi de suite. Non, c'est une façon de regarder le monde en acceptant certains aléas, tout en voulant en changer d'autres. Que racontent ces chansons ? Le village. La vie du village. Christine Guyot-Clément. La forme des femmes, les saris, la gestuelle. Pour moi, il y avait une beauté du quotidien, y compris avec des populations, disons, pauvres, parce que bon, j'ai travaillé un peu dans les bidonvilles aussi, dans les slums, mais il y a une gestuelle, une culture, un rapport à l'eau, un rapport à la main. Bon, et je pense que Tagore, dans ses chansons, justement, dit ça. J'ose dire, et Tagore le représente très bien, une certaine poétique du monde. Mais une poétique du monde au quotidien. Et pour cela, il a emprunté à la musique classique du nord de l'Inde, la musique classique du sud de l'Inde, les musiques populaires, la musique des bateliers, par exemple, la musique des baouls, cette secte des mystiques Girovac, Bengali, les baouls, et puis même des ballades irlandaises qu'il a introduites dans ses chansons bengali. Et donc, il prenait là où il trouvait qu'il y avait quelque chose d'intéressant et il en faisait une synthèse qui était vraiment à lui, qui lui appartenait. D'abord, la solitude de ce palais abandonné m'accabla. Je m'en tenais à l'écart autant que possible, travaillant d'arrache-pied pour revenir tout simplement épuisé dans ma chambre et dormir. Pourtant, après une semaine, la maison commença à produire un étrange effet d'enivrement sur moi. Il serait difficile d'expliquer mon état d'esprit. J'avais comme l'impression que l'édifice m'avalait et qu'avec une sorte de potion magique, il était lentement en train de me détruire. Dans l'œuvre littéraire de Rabindranath Tagore, il y a une partie de cette œuvre qui est peu connue ou moins connue. C'est tout ce qui a trait à la veine fantastique. Alors vous avez traduit Emmanuel Pierrat, cet court récit sous le titre « Histoire de fantômes indiens » aux éditions Cartouche.
Alors, ces fantômes sont typiquement indiens ou y a-t-il d'autres influences littéraires ? Il y a beaucoup d'influences littéraires. C'est vrai que ces nouvelles ont un point commun. Ce sont d'abord des textes, on va dire, de jeunesse, en grande partie. Et ils montrent une face de l'Inde que j'aime beaucoup. Tagore y met en scène bien souvent des personnages qui sont confrontés entre des études qu'ils viennent de faire, pour simplifier, à Oxford ou à Cambridge. Et donc, ils arrivent pétris de rationalité. Ils reviennent au pays, à Calcutta, en Inde, peu importe, sous le Raj britannique, en étant convaincus qu'il faut se débarrasser des vieux oripeaux de l'Inde mystique et religieuse, et ils sont d'un seul coup rattrapés par des fantômes, et ces fantômes leur rappellent que malgré tout, ils sont indiens et qu'ils habitent en Inde. Voilà, donc c'est cette espèce d'oscillation, de mouvement, de balancier, qui mêle l'aspect fantastique, qui happe tout habitant ou tout visiteur en Inde, tel que je l'ai été, et puis le cartésianisme, entre guillemets, dont certains jeunes Indiens s'étaient emparés, ou se sont emparés. Tagore d'ailleurs le premier, il faut bien l'avouer. Est-ce que vous voyez une cohérence, une continuité, Emmanuel Pierrat, entre les histoires de fantômes indiens que vous avez traduits et l'ensemble de l'œuvre de Tagore ? Ou alors est-ce que c'est un élément un peu particulier, un peu à part dans l'œuvre de Tagore ? Ces histoires de fantômes sont un élément à part, je pense, par rapport au reste de l'œuvre. Mais littérairement. En même temps, oui, littérairement. Mais dans l'esprit. Dans l'esprit, il y a aussi quand même en permanence cette espèce de leçon de morale. C'est un Tagore politique qui parle aussi. C'est un Tagore qui s'intéresse, sous couvert de poésie, sous couvert de fantômes, sous couvert de fantastique, à ce moment clé. Il faut bien comprendre que Tagore, il est bengali, il est de Calcutta. Calcutta en 1910. C'est encore la capitale du Raj britannique qui part en 1910 s'installer à New Delhi. Il y a Delhi et les Anglais créent New Delhi. Donc c'est un moment où le monde commence à bouger très violemment. Ils partent pas uniquement pour des raisons climatiques, géographiques, de rapprochement aussi plus à l'ouest, etc. C'est aussi que le Bengale est un foyer de contestation politique très fort. Donc, il se passe énormément de choses. C'est la capitale culturelle de l'Inde. Tagore en vient, mais aussi Ravi Shankar, Satyajit Ray. Donc, les grands artistes sont bengalis, sont de Calcutta. Tous ces éléments sont importants. Donc, quand Tagore, qui est né en 61, si je ne me trompe pas, s'intéresse donc à ce qu'il se passe dans la tête des jeunes gens qui sont allés étudier en Angleterre et qui sont donc partagés entre leur indianité et en même temps leur volonté de s'inscrire dans une société occidentale telle qu'ils l'ont vue en Grande-Bretagne. Ils ont des rapports de colonisés et en même temps de colonisateurs. Ils ont des rapports très compliqués avec leur propre culture, leur propre civilisation. Tagore s'amuse, par le biais de nos nouvelles fantastiques et au détour de la littérature, à faire passer un clin d'œil ou un message politique. Parfois c'est rien, c'est juste une ou deux phrases. Parfois c'est plus profond dans certaines de ces nouvelles. Mais quel est le message politique ? Le message politique, c'est de réfléchir. C'est de réfléchir aussi à cette société et à ce qu'on veut en faire. C'est qu'il faut se débarrasser des Anglais, ça c'est évident. Ça apparaît dans son œuvre de façon à peu près constante. Et dans ces nouvelles, ça apparaît où ? Ça apparaît dans ces nouvelles aussi. Quand ces jeunes gens reviennent comme des Anglais et qu'ils tentent de se comporter comme des Anglais en Inde et que les fantômes les attrapent et leur foutent la trouille de leur vie pour pas dire pire. Il y en a un qui s'assoit dans une calèche, il y a au milieu donc la calèche c'est quelque chose de très anglais. La calèche c'est pas indien. Ce qui est indien c'est d'être porté autrement, etc. De voyager autrement. Il s'assoit dans un instrument de voyage, on va dire, dans un véhicule anglais, britannique, et à côté de lui vient s'installer un fantôme. Et ce fantôme, d'un seul coup, le bouleverse et le ramène et en gros lui fait comprendre que non, on ne peut pas se comporter en anglais en Inde. C'est encore plus inquiétant qu'un fantôme, c'est un regard sans yeux qu'il sent, qu'il perçoit dans cette calèche. Il sent qu'il y a une présence et que cette présence est là pour lui parler. Et pour le ramener, en quelque sorte, à la raison. Bizarrement, la raison, ça n'est pas ce qu'il a appris, encore une fois, en Grande-Bretagne. Il a appris les sciences, il a appris les mathématiques, il a appris les 6 parties du discours classique, peu importe. D'un seul coup, la raison, c'est finalement ces fantômes, ces regards, ces maharanés, ces squelettes qui reviennent et qui s'animent et qui rappellent que malgré tout, il y a une tradition. Et Tagore joue avec ça, comme il en joue dans sa littérature. Il va puiser dans une langue ancienne et non usitée encore, et en même temps il décape et il parle comme en parlerait un rappeur de 1910 en quelque sorte, donc ou un précurseur du rap ou de je ne sais trop quoi, du slam.
Donc c'est constamment un jeu avec ça. Il donne des leçons de morale aussi à Gandhi, plus tard dans sa vie, on le sait. Il a détesté le Gandhi qui prônait l'expulsion des Anglais en maintenant le système des castes. Le retour aussi au rouet cher à Gandhi, le côté allez, on va tous se réinstaller et refaire l'Inde en étant tisserand. Tagore déteste ça. Il pense que ça n'est pas le sens de la marche, que ça n'est pas le sens de l'éducation. Il crée une université, il n'est pas anti-système universitaire. Il prend ce qu'il estime être de meilleur dans le système occidental ou dans le système japonais ou dans d'autres systèmes, parce qu'il est allé à peu près partout dans le monde, et il en puise le meilleur. Donc, cette leçon, il la donne par le biais de la chanson, par le biais des nouvelles, par le biais des romans, par le biais du théâtre, et éventuellement par le biais de la peinture aussi. Ma théorie de la vie m'oblige à croire que tout ce qui est grand est cruel. La justice convient aux hommes du commun. Aux grands hommes seuls est réservée l'injustice. La surface de la terre était plate, le volcan l'a percée de sa corne enflammée et s'est créé lui-même sa montagne. Sa justice ne s'est pas exercée envers ce qui lui faisait obstacle, mais envers lui-même. La justice, la réussite dans l'injustice et dans la cruauté, voilà la seule force qui a donné fortune et pouvoir aux individus et aux nations. C'est pourquoi je prêche le grand évangile de l'injustice. Je dis à tous, la délivrance est fondée sur l'injustice. L'injustice, comme le feu, doit s'alimenter de ce qu'elle dévore, afin de ne pas tomber elle-même en cendres. Dès qu'un peuple ou un individu devient incapable d'injustice, il est balayé au loin parmi les ordures du monde. Récit de Sandip. La maison et le monde. Aujourd'hui, si vous voulez, on considère Tagore, c'est une icône de l'Inde et du Bengale en particulier. Mais en fait, pendant toute sa vie, il a été fortement critiqué et il a eu beaucoup d'opposants, beaucoup d'opposition. France Bhattacharya. En plus, le gouvernement britannique ne l'a pas aidé. Quand il a créé son école, il a recruté un des premiers instituteurs, était un personnage un peu trop patriote, je dirais. Et donc, le gouvernement britannique a tout de suite dit aucun fonctionnaire travaillant pour le gouvernement ne peut mettre ses enfants à l'école de Tagore. Et en 1921, alors il va encore plus loin, il fonde son université, une université qui est ouverte sur le monde. Oui. Là encore, il est pionnier, très en avance sur son temps. C'est un des premiers à avoir conçu un peu la globalisation du monde. Oui, et surtout qu'il l'a fait à une époque où justement le nationalisme indien était très fort et le rejet de l'Europe et de l'Angleterre en particulier était très violent. Et donc, là, il avait affaire à une opposition vraiment puissante. Et lui n'a jamais voulu condamner l'Angleterre en tant que telle. La politique anglaise, ce qu'on appelle l'impérialisme britannique, certes. Et c'est pour ça qu'il a rendu le titre de chevalier, Knight, qu'on lui avait donné après son prix Nobel, parce qu'il trouvait que la politique anglaise à l'égard des Indiens n'était pas du tout ce qu'il fallait. Mais par ailleurs, il pensait que l'Inde a beaucoup à apprendre de l'Europe et qu'elle a beaucoup à donner. Il voulait cet échange entre les civilisations et ça, c'était nouveau. Même Gandhi a fait, à l'époque, entre 21 et 24, 1921 et 1924, faisait la politique de non-coopération, alors que Tagore, lui, faisait coopération. Vous voyez ? Sylvain Lecombre, vous êtes le commissaire de l'exposition des dessins et peintures de Rabindranath Tagore qui se tient actuellement au Petit Palais du 27 janvier au 11 mars 2012. Alors Tagore avait exposé ses dessins et ses peintures une première fois à Paris en 1930.
mais il a exécuté plus de 2500 œuvres. Donc il est venu très tard au dessin et à la peinture, vers la soixantaine, mais ce n'est pas tellement marginal dans son œuvre, puisque tout de même sa production est considérable. Alors est-ce qu'au départ, ce ne serait pas une expérience de calligraphie? Parce que lorsque l'on considère les manuscrits de Tagore, on voit de multiples ratures, et c'est à partir de ces ratures qu'il va composer finalement ses premiers dessins. Il les prolonge, il les allonge, c'est comme un travail sur sa propre écriture. Oui, effectivement, Tagore lui-même a très bien décrit comment il est venu à la peinture, et justement, il a toujours dit que c'était par ses ratures qu'il a découvert une expression, et je crois qu'avec ses ratures, il a découvert une autre façon de s'exprimer qui n'était ni dans les sons, ni dans les mots, qui était par le visuel. Et je crois qu'il a fait cette découverte, vraiment, il le dit même d'une façon inconsciente, dans les ratures de ses manuscrits qui se présentent. Effectivement, un écrivain, on sait tout ce que c'est que des ratures, mais lui, ça devient des espèces de formes abstraites qui prolifèrent sur la page, qui ont leur propre rythme. Alors, il parle beaucoup aussi dans ses dessins de rythme. Ce qui l'intéresse, c'est la composition qu'il fait de façon d'ailleurs tout à fait spontanée. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est presque du dessin automatique, si on veut. On voit bien, sa main se laisse aller et forme des configurations, des lignes qui sont souvent sinueuses, comme des arabesques, en tout cas abstraites, mais qui parfois prennent la forme d'un animal. Et on sent bien que ça, il le fait de façon pas du tout déterminée, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment sa main qui se promène sur la page et qui fait apparaître des choses. Et ça, il l'a très bien exprimé. C'est quelque chose qu'il a très bien informé sur l'origine de ses dessins. Alors je lis quand même ce texte parce que c'est quand même bien de voir combien il avait conscience de ce qu'il faisait. L'expérience que j'ai acquise de manière instinctive m'a conduit à découvrir que lignes et couleurs en art n'ont pas à donner d'informations. Elles cherchent seulement leur incarnation rythmique dans les peintures. Leur but ultime n'est pas d'illustrer, de copier un fait extérieur ou une vision intérieure, mais de former une unité harmonieuse qui s'offrait par la vue une voie vers notre imagination. Et la comtesse de Noailles, qu'il avait rencontrée quand il était la fois précédente à Paris, et qui avait trouvé que c'était un personnage tout de suavité, de dignité, de spiritualité, a été complètement étonnée, choquée même, et elle l'a écrit, de trouver ces peintures qui étaient quelquefois sorties. On avait l'impression d'une imagination fantastique. C'est vraiment des peintures fantastiques. Et qui portent une angoisse quelquefois. Oui, une angoisse. Et les autoportraits sont terrifiants. Donc c'est bien je trouve qu'il ait pu exprimer même ce côté-là de sa personnalité à l'âge de 60 ans jusqu'à sa mort, 80 ans. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'a jamais fait d'huile sur toile, il n'a jamais fait de tableau. Si c'est de l'encre, c'est le même instrument qui lui permet d'écrire et de dessiner. De l'encre, mais il y a des couleurs tout de même. Ah oui, de l'encre, ou de l'aquarelle, après, voilà. Ou des encres de couleurs. Mais enfin, c'est toujours c'est proche de ce qui lui permet d'écrire aussi. Donc c'est très lié quand même au papier. L'instrument, c'est la plume ou le pinceau. Enfin, voilà. Et très souvent, il n'y a pas de titre. Alors là, ça montre combien il est logique avec ce qu'il dit quand il dit ça n'a pas à représenter des choses connues ou être simplement une copie, une imitation de la réalité. C'est-à-dire qu'il ne donne pas de titre. Il y a des scènes avec des personnages, on aimerait bien savoir ce qui se passe, ce qu'ils font, mais il ne nous donne aucune explication là-dessus. Alors vous avez écrit, France Bhattacharya, quelque chose qui m'a un petit peu étonnée à propos de Tagore. Vous avez écrit « Nous, modernes, nous l'aurions voulu plus spontané, plus naturel ». Alors en quoi Tagore n'était-il ni spontané ni naturel ? Eh bien j'ai écrit ça et je ne regrette pas, parce que c'était lorsqu'il se présentait vers la fin de sa vie dans tous ses voyages à l'étranger.
Et même Romain Rolland, ça n'est pas France Bhattacharya, Romain Rolland a écrit dans le journal de l'Inde que quelquefois, lorsqu'il voyait Tagore entouré de ses amis, disciples avec lesquels il se déplaçait toujours, il avait envie de l'arrêter de parler, parce que Tagore parlait, faisait un peu comme un conférencier qui parlait. Et Romain Rolland écrit: oserais-je le dire? J'avais envie de partir et de le laisser là, tellement je le trouvais convenu à la limite. Vous voyez. Et voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Il était toujours au contrôle de lui-même, contrairement à ses peintures où il ne se contrôlait pas, on vient de le dire. Dans son attitude, il était... Une fois, il avait été, dès le départ, dès les années 14, 15, il avait été posé sur un piédestal en disant « c'est un gourou, c'est un maître, nous vénérons ce qu'il a à dire ». Et donc, il avait intériorisé cette vision de lui-même. Et c'est pour ça que j'ai écrit ça. Il y a chez Tagore cette volonté à la fois de faire avancer des idées, mais en même temps, ce qui lui a été reproché parfois, de ne pas indiquer nécessairement quelle était la marche à suivre. Quand on est entre deux, quand on est à la fois contre les Anglais, contre le colonialisme, mais qu'on n'est pas pour, on va dire, leur casser la figure et les faire sauter, et faire dérailler les trains chaque matin, évidemment, on n'est pas un leader, on va dire, révolutionnaire. Donc, quand en plus on s'oppose à Gandhi en ce qu'il prône un retour en arrière et au Moyen-Âge indien, alors que Tagore est quelqu'un de profondément moderniste tout en étant attaché à des valeurs traditionnelles, on n'est pas non plus un modèle. Donc, il faut parler plus simplement pour être suivi. Donc, Tagore est suivi par des millions et des dizaines de millions d'Indiens aujourd'hui dans sa pensée littéraire, dans sa musicalité, pas dans ses idées politiques, puisqu'il n'a pas donné de ligne de conduite à suivre. Il n'a pas monté un parti en disant, voilà, yaka, yaka, yaka. C'est tout le contraire, Tagore. Tagore, c'est je puise dans quelque chose du Moyen-Âge, je rapporte quelque chose d'Inde, je vous mets un peu de japonisme, et je vous rebalance une Maharanée défunte il y a 3 siècles. Débrouillez-vous avec ça, parce qu'en plus je l'ai écrit dans un alphabet que je viens de changer, parce que j'ai trouvé que le nôtre était un peu compassé. Rabindranath Tagore avec France Bhattacharya, chercheur, professeur de bengali aux langues orientales, traductrice notamment de Charulata et de 4 chapitres, romans de Tagore publiés aux éditions Zulma. Christine Guyot-Clément, linguiste, auteure de la préface du recueil L'Inde des rêves des peuples et des dieux, édition Omnibus. Sylvain Lecombre, commissaire de l'exposition Tagore au Petit Palais. Emmanuel Pierrat, avocat, traducteur du bengali des nouvelles fantastiques de Rabindranath Tagore, Histoire de fantômes indiens, édition Cartouche. Et les voix de Rabindranath Tagore et de Lokenath Bhattacharya, archive INA. Texte lu par Yasmine Modestine. Enregistrement Bernard Quentin, Tanguy Lecornu. Mixage Claire Levasseur. Une vie, une œuvre, Rabindranath Tagore, 1861-1941, une émission de Françoise Estèbe et Pascal Raillet. Comme vous le savez, le podcast est téléchargeable jusqu'à samedi prochain et la réécoute en ligne est disponible pendant 500 jours. À noter que l'exposition des dessins et peintures de Tagore continue au Petit Palais jusqu'au 11 mars prochain. Dans notre prochaine émission, il sera question de Colette, écrivain des sens et de la liberté, mais aussi de l'humour. Une évocation, vous l'entendrez, de son œuvre avec de nombreuses archives, et alors qu'un cahier de Lerne lui a été consacré en novembre dernier. Dans un instant, projection privée avec Michel Simon. Bon après-midi à toutes et à tous sur France Culture.